Une hausse rapide des taux d'intérêt pourrait-elle vraiment casser l'inflation? Ça se parle, ça se discute plutôt avec notre ami Xavier Timbaud. Bonjour. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Quand on écoute Christine Lagarde, la réponse est non. C'était en fin de semaine dernière. Elle nous dit clairement que c'est pas parce qu'il y aura des hausses de taux à répétition que ça permettrait pour autant d'enrayer la hausse record des prix en zone euro. Elle a raison ou elle a tort? Parce que si on se réfère au passé, on se souvient que certains, en leur temps, qui s'appelaient Paul Volcker aux États-Unis, au prix d'une récession, en tout cas, avaient tellement augmenté les taux qu'effectivement, pour le coup, l'inflation s'était calmée. Oui, alors, elle a, pour répondre tout de suite à votre question, elle a quand même raison, parce que toute analyse qu'on fait sur la situation doit être un peu circonstanciée et tenir compte de là où on en est, de où on sort, quelles sont les sources de l'inflation, et donc il faut adapter la politique monétaire à tout ça. Après, là, aujourd'hui, ce qui s'installe, c'est vrai à la BCE, c'est vrai aux États-Unis, c'est un débat un peu public entre les faucons et les colombes, entre les tenants d'une hausse des taux rapide et déterminée, un peu à la Volcker, même si on n'est pas du tout dans le même contexte d'une inflation persistante, durable, dans lequel il faut vraiment renforcer le pouvoir des banques centrales. On est quand même plutôt dans le règne des banques centrales qui ont beaucoup de pouvoir. Donc les faucons d'un côté et les colombes qui disent « oulala, attention, une hausse trop rapide des taux d'intérêt va poser tout un tas de problèmes », donc dont on va discuter. Et ce débat, il est public. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que le fait que ce soit public, ça aide chacun à se faire une opinion sur ce qui va se passer? Ou au contraire, ça renforce... Ou est-ce que ça produit de la confusion, en se donnant le sentiment que, en fait, voilà, il n'y a personne qui tient la barre, ou qu'ils sont plusieurs à tenir la barre et qui veulent aller dans des directions différentes, et que du coup, on ne sait pas très bien quel va être le résultat de tout ça. Donc, il y a un équilibre voilà, un peu compliqué à manier entre j'essaye d'être rassurant et de guider les marchés vers une politique qui paraît à peu près fermement établie, avec une analyse à peu près partagée, où je donne l'impression que voilà, il y a des choses qui ne vont pas, des gens qui ne s'entendent pas, et qui peuvent déboucher sur à peu près tout et n'importe quoi. Moi je vous parle d'un sujet, Xavier, c'est intéressant ce qu'on racontait là, mais d'un point de vue économique, encore une fois, là où on se dit peut-être qu'elle a raison, c'est que ce n'est pas parce que les taux d'intérêt seront plus élevés, que le coût de l'argent, le coût du crédit sera plus cher, pour autant que le cours du pétrole va se mettre à rebaisser par enchantement et d'un claquement de doigts. Voilà, vous avez raison, il faut maintenant s'intéresser un petit peu Sauf si je n'ai pas compris. Mais non, mais vous avez très bien compris, comme toujours. Donc il faut s'intéresser aux sources de l'inflation. Et effectivement, dans les sources de l'inflation, dans la période d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments. Inflation exogène. Vous avez cité le pétrole. Alors, est-ce que le pétrole, c'est exogène? Pas forcément. Mais là, en l'occurrence, le pétrole et l'énergie et le gaz, c'est exogène au sens où c'est lié à la crise géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. Si on ne produit pas assez de pétrole, ça n'a rien à voir avec... Après, on peut aussi comprimer la demande. Bon, restons déjà sur l'idée que... Alors, mais dans la reprise des prix du pétrole l'année dernière, il y a quand même aussi un petit élément de demande. Donc là, on pourrait se dire, c'est une demande qui est trop forte. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la crise sanitaire. On n'a pas consommé de pétrole pendant 1 an et demi ou 2 ans, ou très peu de pétrole pendant 1 an et demi à 2 ans. Donc il y a eu moins d'investissements. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où on n'a pas assez d'offres d'investissements qui ont été faits dans le pétrole. Et c'est pour ça qu'on a de l'inflation sur les prix du pétrole. Alors, l'argument de Christine Lagarde, elle est de dire, si je monte les taux d'intérêt maintenant, je vais casser la demande. Oui. Donc ça aura un effet sur les prix. Alors. Ça aura un effet sur les prix, mais par contre, l'effet que ça va avoir, c'est que ça va empêcher les investissements nouveaux dans le pétrole. Or, si j'attends un peu, ces investissements ils vont arriver, ils vont amener une offre supplémentaire, une détente sur les prix du pétrole sans que j'ai besoin de casser la demande. Donc, casser la demande et casser peut-être le marché de l'emploi et la croissance. C'est ça, casser la demande, c'est faire du chômage pour ralentir les prix. Donc, voilà, c'est ça l'équation. C'est ça l'équation. Et donc, être prêt à faire du chômage, à créer du chômage, provoquer une récession pour faire baisser le cours de l'inflation. Donc le cours du pétrole indirectement, et ça, Christine Lagarde, elle dit non. C'est pas socialement et politiquement acceptable. C'est mieux. Alors, mais ça a été fait dans les années 80, encore une fois, par Paul Volcker, encore une fois, pour cette sauf que Paul Volcker, c'était pas un moment de choc pétrolier, et c'était pas un moment d'insuffisance d'investissement dans les capacités pétrolières. On avait une inflation à 15% quand même.
on avait une inflation à 15%, mais Et c'était les taux courts bien sont montés après le choc quasiment à 20, pétrolier. quand même, hein. C'était le choc pétrolier, il avait eu lieu en 73. Le second choc, il avait eu lieu en 79. Et en fait, au cours des années 80, c'était le début de la détente sur les marchés pétroliers. Et le problème de l'inflation, c'était que c'était une boucle prix-salaire qui était installée de façon très durable, avec une inflation très élevée, et qu'il fallait effectivement, là pour le coup, casser ces anticipations à la racine en quelque sorte. Là aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où les anticipations d'inflation à moyen terme n'ont pas dérapé pour les indicateurs dont on dispose, et que en fait, le retard d'investissement dans les capacités pétrolières, il est bien identifié. Donc du coup, bah oui, il vaut mieux accepter une hausse du prix du pétrole. Momentanée, sur plusieurs trimestres peut-être. Sur plusieurs trimestres, le temps même, que ces investissements arrivent en ligne et arrivent à produire. Et Quitte puis à après, s'asseoir sur le mandat de la BCE qui est une inflation autour de 2%. oui, alors, oui et non, parce qu'en fait, ce mandat, il dit une inflation autour de 2%, ou en dessous de 2%, mais il ne nous dit pas une inflation sur quelle période. Est-ce que c'est sur une journée, ou est-ce que c'est sur une moyenne sur une année, ou sur plusieurs années? Est-ce que ces 2%, il faut les entendre en cumulé? Enfin, vous savez, c'est le fameux niveau des prix ou inflation. Donc on a eu des années avec beaucoup moins que 2%. Oui. Donc est-ce que ça nous donne un peu de marge ensuite pour rattraper ça? Pour rattraper ça. Bon, donc, il y a plein d'interprétations possibles. Voilà, la question, elle est pour la Banque centrale de ne pas passer pour négligente sur l'inflation. Mais la question aujourd'hui, elle n'est pas de tirer trop vite pour provoquer. C'est même pas un problème de casser la croissance, c'est d'augmenter le chômage. Enfin, voilà, il faut le dire très clairement, hein, c'est par ce biais-là que ça joue. Et ce qu'on dit sur le pétrole, c'est pareil, Xavier, pour le coup, sur les dysfonctions, enfin les problèmes dysfonctionnels des supply chains, des chaînes d'approvisionnement. Les problèmes d'approvisionnement. Si on augmente les taux, je ne vois pas bien non plus comment on résout la question, encore une fois, du fret maritime ou des goulets d'étranglement sur les semi-conducteurs ou autres. Hein. Voilà, alors sachant que là, on a des catégories de problèmes qui sont un peu différents. Il y a encore des mesures de restriction sanitaire, en particulier la politique en Chine zéro Covid, qui pèsent sur les capacités de logistique ou de production dans certains secteurs, et donc qui conduit à des défauts d'approvisionnement qui se traduisent par des hausses de prix, qui mettent du temps à se résorber. On a beaucoup parlé il y a un an des déficits d'approvisionnement en microprocesseurs et en semi-conducteurs et en circuits électroniques. Bon, c'est en train de se résorber parce que... Lentement. Parce que on s'adapte, c'est-à-dire que voilà, là où les capacités de production ont été sous-estimées, elles sont réestimées. C'est des opportunités pour construire de nouvelles capacités de production. Donc il y a une adaptation, mais cette adaptation, elle prend du temps parce que c'est des choses qui se passent dans la vraie vie. Donc ça prend du temps à se mettre en place. Et donc effectivement, là encore, l'idée, ça serait de dire, si je casse la demande, tous ces efforts d'adaptation qui sont faits pour répondre à une demande qui n'est plus là risquent de tomber à l'eau. Et en fait, on enclencherait une double crise à la fois de demande sociale, chômage, etc. et aussi une crise de rentabilité pour tous ces investissements qui ont été faits. On a compris la sortie de Christine Lagarde, c'est évidemment pour corriger un petit peu le message qu'elle a pu faire passer lors de sa précédente conférence de presse de la BCE. On comprend le message sous-jacent, c'est qu'elle ne veut pas aller trop vite en relevant ses taux. Après, imaginons qu'elle veuille le faire, de combien, je ne sais pas si on sait d'ailleurs, de combien est-ce qu'elle de la BCE devrait relever ses taux directeurs pour générer une compression telle de la demande et donc pour que ça fasse baisser les cours du pétrole in fine. C'est très difficile de répondre à ça, je sais bien, mais on est dans l'ordre de quoi? De 1 point de pourcentage, 2 points, 3 points, 5 points? Alors, on a un point d'ancrage, très simple, qui est James Bullard, de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui... Ils ont plus d'inflation que nous. Hein. Alors, pour les États-Unis, qui ont beaucoup plus d'inflation et qui sont un tout petit peu en avance dans ce cycle, même si c'est le même prix du pétrole pour les États-Unis que pour l'Europe, lui demande à ce qu'il y ait une hausse des taux de la Réserve fédérale de 100 points de base, 1 point, d'ici au mois de juillet. Donc ça, c'est disons, l'ordre de grandeur du haut de la fourchette des hausses de taux. Ça ne veut pas dire que ce sera opérant pour autant et que pour autant les gens n'iront plus faire des pleins à la pompe. C'est un signal fort qui est envoyé malgré tout, donc qui va avoir un impact direct sur le crédit accordé par les banques, qui vont en distribuer moins. Ça joue aussi très rapidement sur le prix des actifs. C'est une autre question aussi, la valorisation des actions et des marchés actions, en particulier aux États-Unis, qui est totalement exubérante. Donc une hausse des taux assez rapide provoquerait probablement un retournement du marché actions
et moins de crédit. Moins de crédit, ça veut dire moins de production dans l'automobile. Moins de production dans l'automobile, ça veut dire moins d'activité industrielle. Et très vite, ça veut dire un peu moins de demande dans l'économie. Donc ça a un effet sur la demande de pétrole, hein, parce que les gens ont moins de revenus, et donc du coup, que ce soit par un effet de richesse ou par un effet direct par le crédit, et en particulier à l'automobile, qui est une activité qui vit beaucoup à crédit, bah, ça fait un peu moins d'activité derrière. Est-ce qu'on finit là-dessus, Xavier? Est-ce que finalement elle n'est pas impuissante, la BCE, face à cette inflation qui est globalement, qui vient de l'extérieur? Impuissante, non, parce que si on en croit une analyse économique, ces problèmes-là sont des sources qu'il faut accepter. Et qui devraient se résorber et qui se résorberont, au deuxième semestre. Et qu'il ne faut surtout pas traiter par une hausse des taux d'intérêt. Ça serait une erreur pour vous? Ça serait une erreur. Mais là où ça met la BCE dans une situation difficile, c'est que si ces signaux d'inflation s'ajoutent les uns après les autres, la crise géopolitique persiste, le prix du gaz augmente, le pétrole ne redescend pas, il y a d'autres problèmes d'approvisionnement parce qu'il y a une énième vague de Covid qui vient perturber tout ça, ce temporaire s'installe. Et du coup, comme il s'installe, il risque de se déclencher en plus par-dessus tout ça, la boucle prix-salaire, qui peut être alimentée aussi par le fait que certains ménages ont beaucoup d'épargne. Et que ça aussi, c'est quand même un facteur inflationniste qui, lui, par contre, devrait être traité par une hausse des taux pour essayer de réduire la demande de ce côté-là. Même si l'instrument taux, il n'est pas si efficace que ça pour discriminer les ménages qui ont de l'épargne de ceux qui n'en ont pas. Donc voilà. Mais en tout cas, ça peut inciter ces ménages qui ont de l'épargne à garder leur épargne parce qu'ils auront une meilleure rémunération dessus. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les signaux se mélangent et ce qu'on disait en début de cette... interview, émission, vidéo, était qu'en fait, il y a un risque d'avoir une communication difficile à maintenir par la Banque centrale. Si ça devait traîner. Voilà. Et si ça traîne, le sentiment de confusion, vous dites elle est impuissante, mais où ça peut être aussi, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ou ils sont divisés, peut s'installer. Ouais. Et là, pour ça peut conduire à effectivement un sentiment que le pouvoir de la Banque centrale est dans cette situation-là inopérant, qui sont bloqués par des choses contradictoires, qui ne peuvent pas arriver à résoudre, et que ça peut justifier n'importe quelle anticipation. Une augmentation de l'inflation persistante pendant longtemps, avec des phénomènes de protection contre cette inflation, qui sont des choses qu'on n'a pas vues depuis 30 ans en fait. On parlait des années 80 de Paul Volcker. Mais vous restez convaincu qu'au deuxième semestre, on devrait revenir vers des niveaux plus raisonnables? Disons, voilà, c'est un moment un peu inconfortable pour les banquiers centraux. Maintenant, ils ont quand même un énorme capital de crédibilité. S'ils arrivent à gérer leur communication correctement, ce qui n'est pas gagné, hein, en particulier en Europe, avec toujours cette opposition entre l'Allemagne et les autres pays, et parfois des analyses qui peuvent être très divergentes et des disputes qui peuvent être très vocales et très publiques. Mais bon, s'ils arrivent à gérer cette phase de communication, voilà, dans un an, dans 2 ans, on y verra un peu plus clair. Et s'ils n'ont pas fait de bêtises d'ici là, on dira ils n'ont pas fait de bêtises. Alors, on ne le dit pas aujourd'hui, mais on le dira a posteriori. Bon, on en reparlera le moment venu. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. À bientôt David.